L'histoire commence en 2003. Dans une salle d'audience tendue, le puissant homme d'affaires David Marks est sommé de dévoiler les secrets de son passé et de sa mère, sans savoir que ce retour en arrière révélera l'histoire d'amour la plus sombre et tragique de sa vie. Un flashback nous plonge alors dans le récit de David, qui se décrit comme un enfant gâté, ayant eu une enfance heureuse et aimé profondément de sa mère. L'histoire nous transporte ensuite en 1971, lorsque David fait des achats pour une fête. Il appelle son père pour lui annoncer qu'il a tout acheté. Mais son père, Sanford, lui demande de se rendre dans l'une de leurs propriétés, car un locataire se plaint de problèmes de plomberie. À son arrivée, il est surpris de voir une ravissante jeune femme ouvrir la porte. Il apprend qu'elle s'appelle Katie, la nouvelle locataire, et il est évident qu'il est immédiatement séduit. Il tente de réparer la plomberie, mais en vain, puis lui explique qu'il est en retard pour une fête et décide de l'inviter à l'accompagner. Sur place, elle rencontre son père, agacé par le retard de David. Katie s'excuse et explique que David est en retard à cause d'elle. Mais Sanford se met à réprimander son fils, le traitant de raté, et se demande comment un tel incapable a pu convaincre une si belle fille de venir à la fête. Katie prend la défense de David, affirmant qu'il est beau et intelligent, ce qui agace encore plus Sanford, surtout lorsqu'il remarque sa tenue simple et sa façon spontanée de parler. Ensuite, Sanford présente David aux invités, des personnalités importantes, des ambassadeurs et des ministres. Pendant le dîner, Sanford cherche son fils, son héritier présumé, mais ne le trouve pas, car David est dehors, en train de se promener avec Katie, et il lui parle de ses rêves. Il lui confie vouloir ouvrir un restaurant bio. Katie trouve l'idée intéressante et l'encourage à se lancer, lui expliquant qu'elle espère faire des études de médecine un jour, mais qu'elle n'en a pas les moyens pour le moment. Au fil du temps, ils se rapprochent, tombent amoureux et entament une relation. David réalise son rêve d'ouvrir un petit restaurant, mais Sanford n'est pas content. Il dit à David que Katie n'a pas sa place dans leur famille car elle est issue d'un milieu pauvre. David ignore les paroles de son père et insiste pour rester avec elle. Il rend visite à sa famille et les trouve heureux et unis, à l'opposé de son père, froid et strict, devenu dur après la mort de sa mère. Plus tard, David demande Katie en mariage. Elle accepte et ils se marient malgré la désapprobation de son père. C'est peut-être pour cela que Sanford ne supportait pas Katie. À tel point que lorsqu'il les a invités à déjeuner après le mariage, il a insisté pour qu'ils paient, embarrassant la mère de Katie, qui a dû se séparer de toutes ses économies. Le temps passe et nous voici en 1900. David et Katie sont désormais installés à Rutland et vivent des revenus de leur petit restaurant. Sanford rend visite à son fils et tente de le convaincre de revenir travailler avec lui. Il lui dit que Katie est une belle femme qui ne mérite pas une vie aussi difficile et que c'est le devoir de David, en tant que mari, de lui offrir une vie meilleure. Convaincu, David décide de retourner à New York pour travailler avec son père. Katie accepte. David intègre l'entreprise familiale et prend en charge la comptabilité. Rapidement, il achète une grande maison et y installe Katie. Ravie, elle lui demande s'il souhaite avoir des enfants. Surpris par la question, David répond qu'il n'est pas prêt à être père. Face à son insistance, il lui avoue ne pas vouloir d'enfant et n'en avoir jamais parlé. Elle rétorque qu'il est naturel pour un couple marié de désirer un enfant, mais il refuse catégoriquement. Lorsqu'elle lui demande s'il a un problème qui l'empêche d'avoir des enfants, il lui répond « Pensez ce que vous voulez » et répète qu'il ne veut tout simplement pas d'enfants. Plus tard, Katie surprend une conversation entre David et comprend qu'il souffre de troubles psychologiques liés au mauvais traitement infligé par son père. Elle décide de ne plus aborder le sujet des enfants pour le moment. Le lendemain, ils rendent visite à son amie Deborah, qui raconte à Katie le jour où la mère de David s'est suicidée. Elle révèle que David a vu sa mère se donner la mort et s'est caché sous une table pendant une semaine. Lorsqu'il est finalement sorti, il s'est comporté comme s'il n'avait jamais eu de mère. Katie est sous le choc et comprend que David souffre d'un profond traumatisme psychologique, ce qui pourrait expliquer son refus d'avoir des enfants. Katie essaie de vivre normalement avec lui par la suite, mais elle reste tendue et se met même à fumer. Un jour, elle fouille dans le sac de David et trouve une grosse somme d'argent et un carnet rempli de noms et d'adresses. Elle comprend qu'une partie des activités de David est peut-être illégale, mais elle remet tout en place et fait comme si de rien n'était. Le temps passe et David organise une grande fête dans leur maison au bord du lac, invitant tous ses amis et la famille de Katie. Katie est assise avec sa belle-sœur enceinte et lui demande ce que ça fait d'être enceinte, puis lui confie discrètement qu'elle l'est aussi. Elle semble anxieuse, ne sachant pas comment l'annoncer à David. Ce soir-là, elle se décide à lui en parler. Lorsqu'elle lui révèle sa grossesse, il réagit violemment, furieux, et hurle qu'il ne veut pas de cet enfant, lui disant qu'elle peut demander n'importe quoi d'autre et qu'il le lui donnera. Katie tente de le calmer, lui disant qu'il n'est pas comme son père et qu'il ferait un bon père. Mais David perd le contrôle, casse tout sur son passage et la supplie d'avorter car il ne veut pas finir comme son père. Sous la pression, Katie accepte. Le lendemain, il la conduit à la clinique. En chemin, ils apprennent qu'il y a un problème dans l'une des propriétés de son père. Alors David la laisse y aller seule.
Elle y va, mais à partir de ce jour, elle ne peut plus le supporter. Leur relation se détériore gravement. Katie est constamment triste, tandis que David fait comme si de rien n'était. Un soir, ils sortent dans un bar, mais David passe toute la soirée à discuter avec un ami, l'ignorant complètement. Bouleversée, elle part et va voir son amie Lorraine, qui lui suggère d'essayer la drogue pour oublier ses problèmes. Katie accepte, en prend et rit toute la nuit. Mais après cette nuit, tout bascule. Katie décide de vivre seule dans la maison au bord du lac et de poursuivre son rêve d'étudier la médecine. Ils vivent séparés pendant plusieurs mois, sans se parler beaucoup. Un jour, David décide de lui rendre visite et découvre qu'elle a été acceptée en faculté de médecine. Furieux, il va se baigner dans le lac. Katie le suit pour se réconcilier et ils emménagent de nouveau ensemble jusqu'à la fin de ses études. À ce moment-là, David commence à être jaloux car elle a réalisé son rêve. Le soir même, la mère de Katie organise une fête pour elle et ses sœurs. Mais pendant la fête, David se fâche et dit à Katie de se préparer à partir. Elle refuse, disant vouloir rester et profiter de la soirée avec ses sœurs, mais il insiste pour qu'elle parte car il a des affaires importantes à régler. Elle se met en colère et lui rétorque qu'il n'y a rien d'important dans leur vie, faisant allusion à l'absence d'enfants. David sort, disant qu'il l'attendra dans la voiture. Comme elle tarde trop, il entre dans une rage folle, rentre en trombe, la frappe, la tire par les cheveux et la met à la porte. Katie se débat, fait ses valises et décide de le quitter définitivement. Mais il la menace. S'il part, il ne dépensera plus un centime pour elle et elle se retrouvera à la rue. Le lendemain, elle raconte l'incident à son amie Lorraine et elle découvre que David a tenu parole, il a fermé son compte bancaire. Lorraine lui conseille de consulter un avocat et de demander le divorce, lui rappelant qu'en vertu de la loi américaine, une femme a droit à la moitié des biens de son mari. Katie est cependant sous le choc en apprenant que toute la fortune de la famille Mark est enregistrée au nom du père de David, ce qui signifie que David lui-même ne possède rien. L'avocat lui explique qu'il ne lui reste que deux options, rester avec David et endurer la situation, ou trouver un moyen de les démasquer et d'utiliser ces informations comme moyen de pression. De retour chez elle, Katie se comporte normalement avec David, mais il lui révèle qu'il sait exactement où elle était et ce qu'elle essayait de faire. Une violente dispute éclate et David la frappe à nouveau. Alerté par un bruit sourd, les voisins voient Katie se précipiter dehors pour demander de l'aide. Lorsqu'un voisin propose d'appeler la police, elle prend peur et décide de retourner auprès de David. Le lendemain, Katie se rend à l'entreprise du père de David et se souvient du carnet qui prouve l'implication de David et Sanford dans des affaires illégales. Elle parvient à s'en emparer et le remet à la police, mais les autorités l'ignorent en raison des puissantes relations de Sanford. Lorsque Sanford découvre que c'est Katie qui a envoyé le carnet, il entre dans une colère noire contre David et lui ordonne de s'occuper d'elle et de lui donner tout ce qu'elle veut pour la faire taire. Il le réprimande sévèrement, puis le renvoie du service comptabilité et confie le poste à son jeune frère. Suite à cela, la santé mentale de Katie se détériore. Elle sombre dans la dépression et rend visite à sa mère, lui confiant qu'elle ne supporte plus de vivre avec David. Sa mère l'encourage à être patiente, à tenir bon et à rentrer à la maison. Katie appelle alors David et le supplie de lui accorder le divorce. Il lui dit de rentrer et promet de faire tout ce qu'elle demandera. Elle rentre, mais lorsqu'elle cherche son chien, David prétend qu'il l'a mordu et qu'il l'a abandonné dans un refuge. Katie remarque bientôt le collier du chien couvert de sang et comprend que David l'a tué. Elle le confronte et une violente dispute éclate. Les voisins entendent à nouveau un grand fracas, mais cette fois, personne ne frappe à la porte. Plus tard, on voit David rendre visite à son père, tenant une photo de sa mère et disant « Je suis devenu comme toi ». Sanford ne comprend pas. Alors David lui demande pourquoi il l'a forcé à assister au suicide de sa mère. Sanford répond qu'il pensait que voir son fils l'en dissuaderait. Le père demande alors à David ce qu'il a fait à Katie, mais David ne répond pas et s'en va. Un flashback nous ramène en 1982, année de la disparition de Katie. Selon David, il l'a déposée à la gare. Les témoins affirment qu'elle est rentrée à leur appartement en ville le soir même et qu'elle est repartie le lendemain matin pour ne plus jamais être revue, d'après le concierge de l'immeuble. De nos jours, en 2003, le juge interroge David sur la disparition de Katie et lui demande s'il a été inculpé à l'époque. Un nouveau flashback nous montre le frère de Katie placardant des affiches et la cherchant partout, tandis que Deborah, une amie de David, annonce que la famille Markex offre une importante récompense à quiconque retrouvera Katie. En 2000, l'affaire est rouverte suite à la découverte de nouveaux éléments. David explique qu'il était constamment suivi par des gens et des journalistes. Il a donc décidé de déménager au Texas, de louer un appartement et de se déguiser en femme. Il y a vécu heureux pendant un certain temps et s'est lié d'amitié avec son voisin Melvin. Entre-temps, Deborah a commencé à appeler David pour lui demander de l'argent, car elle était sans le sou, mais il l'évitait et ne répondait jamais à ses appels. Le lendemain, David est sorti avec Melvin, lui a raconté son histoire et a appris que ce dernier était criblé de dettes. Melvin a déclaré qu'il ferait n'importe quoi pour les rembourser. Plus tard, Deborah a rappelé David, mais cette fois, elle a menacé de tout révéler s'il ne la payait pas. David a alors conclu un marché avec Melvin, il rembourserait toutes ses dettes s'il tuait Deborah.
Melvin a accepté et a commis le meurtre, mais David n'a pas tenu sa promesse et a ignoré ses appels par la suite. Se sentant trahi, Melvin s'est rendu chez David, furieux, et une bagarre a éclaté entre eux. David l'a tué, a paniqué, a démembré le corps et l'a jeté à la mer. Quelque temps plus tard, le corps a été découvert et David a été accusé du meurtre de Melvin. Cependant, il a réussi à prouver que Melvin l'avait attaqué en premier et avait l'intention de le tuer. L'affaire a donc été classée comme légitime défense. Il n'a pas été emprisonné pour meurtre, mais a été condamné à 9 mois de prison pour dissimulation de cadavre. Nous avons également appris que l'affaire du meurtre de Deborah avait été classée sans suite et qu'aucune preuve tangible n'avait jamais lié David à la disparition de Katie. Mais voici le rebondissement choquant. Deborah avait mis une perruque et s'était rendue à l'appartement de David en ville déguisée en Katie, ce qui signifie que Katie n'y est jamais allée. Les témoins qui prétendaient l'avoir vue ont en réalité vu Deborah. Cela prouve que David était responsable de la disparition de Katie, puisqu'elle a été vue vivante pour la dernière fois en sa compagnie. Le plus grand rebondissement, cependant, est que lorsque Sanford rend visite à son fils et découvre le corps sans vie de Katie, il comprend que David l'a tué, mais il choisit de se taire. À la fin, on voit David rendre visite à son père à l'hôpital et lui dire « Katie te manque tellement ». L'affaire reste officiellement classée comme disparition dans des circonstances mystérieuses et demeure ouverte jusqu'en 2003. Pendant ce temps, David continue de vivre sa vie sans jamais avoir à répondre de ses crimes devant la justice. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous dès maintenant à Film Éclairé et activez la cloche de notification.